Salut les triathlètes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri et aujourd'hui c'est une interview de pro qui nous attend puisqu'on a eu le plaisir de recevoir Valentin Morlec. Valentin il a 25 ans et c'est un pur produit de la formation du triathlon français, il vise les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Il va nous raconter tout ça, son parcours, ses ambitions, lui qui pointe aujourd'hui à la 37e place du ranking mondial de World Triathlon. Alors comment est-ce qu'on jongle entre sa passion et la vie exigeante d'athlète professionnel ? Comment est-ce qu'on se donne les moyens d'aller chercher ses rêves olympiques dans un contexte où il y a beaucoup de concurrence sur le court distance français ? Et comment il reste motivé au quotidien pour se tourner vers ses objectifs ? Et juste avant de démarrer cet épisode, un message un peu spécial. On vient de fêter les 8 ans d'existence d'Open Tri. Je suis hyper heureux que vous soyez toujours plus nombreux à nous rejoindre. Et pour cette occasion, on a un petit cadeau pour vous. 5 semaines d'entraînement gratuites sur notre appli. Pour ça, il vous suffit de vous rendre sur opentri.fr et de renseigner le code DEVENIRTRI, DEVENIRTRI, sur opentri.fr et vous aurez 5 semaines d'entraînement offertes grâce au podcast. Le lien est dans la description et je vous souhaite à la fois un bon entraînement et une bonne écoute de notre épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, on va avoir la chance de faire un portrait d'un triathlète professionnel qui vient de boucler les championnats d'Europe. Oui, on enregistre assez tôt après cet événement. Je suis très heureux de tendre le micro à Valentin Morlec. Salut Valentin. Salut Devenir triathlète. Écoute, merci de me recevoir. Je suis très content de participer à ton podcast. Et puis voilà, j'espère que je vais essayer d'être assez clair dans mes réponses. Ouais, t'inquiète. Et puis au pire, je te guiderai où je te mettrai une petite ping, une petite tape à droite, à gauche. Il faut rester dans la ligne, chacun sur ses lignes, sur son prolongateur et puis regarder droit devant. Ça va ? Ouais, exactement. T'hésites pas. Bon, écoute, la première question que je pose à tous mes invités, elle est très simple, c'est toujours la même. Normalement, c'est toi qui es le plus à même d'y répondre. Je te propose de te présenter. Dis-nous tout. Qui est Valentin Morlec ? Écoute, Valentin Morlec, il a 25 ans, il habite à Saint-Raphaël actuellement. Donc moi, je suis né à Clermont-Ferrand, en Auvergne. J'y ai grandi une vingtaine d'années, donc dans un village à côté de Clermont-Ferrand, dans la campagne. Ensuite, j'ai fait 2 années d'études dans la ville de Clermont-Ferrand et j'ai décidé à l'âge de 20 ans de déménager dans le sud de la France pour rejoindre le pôle espoir de Boulouris de triathlon. Donc j'y suis resté 4 ans pour me former et puis depuis cette année, moi j'évolue un peu avec mon projet perso, avec mon entraîneur Anel Aubry. Et donc on évolue tous les deux depuis cette année et puis tout se passe super bien. Je suis aidé par la fondation Respect aussi, qui est, on va dire, un sponsor, plus qu'un sponsor, c'est vraiment, on va dire, une entité qui me permet maintenant de structurer mon projet sportif, qui me permet de m'aider à me développer, qui me prend énormément en charge certaines dépenses, notamment des lindo, un accompagnement perso, humain aussi, avec le manager Simon, avec le fondateur Vincent. Et je suis aussi maintenant soutenu par le dispositif de la police nationale qui me permet de vivre maintenant pleinement du triathlon, de faire du triathlon à temps plein. Donc tu es policier, dégagé pour l'instant de tes obligations ou t'es juste... Policier réserviste, policier sur le réserviste. J'ai fait une formation de 4 semaines avec les policiers dans le monde de la police. Ce dispositif il me permet maintenant de vivre de mon sport et puis on va pas se le cacher, ça permet aussi de connaître les possibilités de reconversion, les métiers qui pourraient m'intéresser pour la suite. Donc j'ai l'esprit maintenant libéré pour pratiquer le triathlon, on va dire. Tiens, si ça te dérange pas, on va rester 2 minutes là-dessus. Ça veut dire quoi être policier réserviste ? Ça veut dire que pour l'instant tu es dégagé de tes obligations, donc que tu pratiques ton sport, mais tu es payé comme un policier entre guillemets normal ? Ouais, voilà, c'est ça en fait. Moi je suis payé comme un policier normal, mais je leur dois en fait 25 jours dans l'année. Et ces 25 jours sont dédiés à des actions de communication, notamment donc des salons, tu vois, moi mes actions l'année dernière, j'étais à la fan zone du Tour de France où j'étais avec donc des vrais policiers qui faisaient la promotion des métiers de la police et donc moi avec une autre athlète du dispositif, on était là pour promouvoir le sport de haut niveau et promouvoir ce dispositif en fait. Donc c'est vraiment très intéressant aussi pour nous de leur rendre l'appareil en fait
à cette voilà à ce de rendre l'appareil à ce dispositif et voilà montrer que la police est engagée dans le sport aussi. Voilà, je pense que les Jeux Olympiques ont montré des bonnes valeurs du sport et voilà, moi j'ai découvert un milieu de la police extraordinaire et la police et le sport, les sportifs partagent énormément de choses et j'étais content de montrer que je faisais partie de ce dispositif. Ouais. Au-delà des 25 jours que tu leur dois par an, est-ce que tu as aussi des obligations à la fin de ta carrière sportive? Est-ce que tu devras signer avec la police? Est-ce que tu devras rester avec eux pendant un certain temps? Non, justement, en fait, c'est vraiment des contrats de 2 ans, renouvelables, et on est obligé de rien, mais par contre, nous, en interne, en tant que sportifs, c'est vrai qu'on se pose des questions. Après, moi, par exemple, je ne connaissais rien au milieu de la police. Je connaissais vraiment rien au milieu de la police et j'ai découvert un milieu, franchement, ça m'a bluffé, quoi. J'avais énormément de préjugés sur ce milieu. Je pensais qu'il y avait que 2-3 missions, 2-3 métiers. Et en fait, il y a un univers tellement vaste que chacun pourrait y trouver sa voie, sa vocation. Et même moi, je me suis posé des questions quand j'étais sur ma formation. Purée, ça pourrait m'intéresser après. Parce que honnêtement, moi, je sais pas forcément ce que je veux faire après le triathlon. J'ai des choses que j'aime bien. J'aime l'entraînement, etc. Mais j'ai découvert des métiers de la police qui pourraient un petit peu m'intéresser aussi. Donc ça permet voilà de redistribuer des cartes dans son intérieur et de se dire voilà, ouais, c'est vrai que la police c'était intéressant. Ils m'ont aidé sur une partie importante de ma carrière. C'est à moi maintenant de rendre l'appareil et de devenir policier en fait à mon tour, quoi. Bon, je pense qu'on va bien s'entendre parce que j'entends dans tes propos certaines valeurs qui sont communes. Ouais. Tiens, j'en profite, tu parles de la police et des policiers réservistes. On fait un petit coucou à Margot Rifkis qui elle fait pas de triathlon mais qui fait de l'escrime, et puis un ancien policier aussi, Yannick Matéjisek, et puis tellement d'autres qu'on a déjà reçus dans le podcast. D'ailleurs, en parlant d'avoir reçu des gens sur le podcast, je te mets quand même une petite claque derrière la tête parce que tu m'as dit en off que tu n'avais pas encore écouté le podcast. Pourtant, Anaël, ton coach, est passé, donc il va falloir que tu ailles écouter ça. Dès qu'on raccroche, tu y vas. Exactement, ouais. Il me l'avait dit. Donc je vais lui demander une petite sortie un peu longue pour pouvoir avoir de l'écoute, quoi. Ouais, écoute, ça a duré 1h, 1h30, donc ça va, il faut pas si long que ça. Un footing suffira alors. C'est ça, exactement. C'est qu'Anel, il parle beaucoup, donc parfois. C'est ça. T'es à Boulouris, donc au pôle espoir triathlon. Alors j'y suis sorti. Tu étais, depuis, voilà, j'ai été formé sur 4 ans et maintenant j'y suis sorti, ouais. Ça veut dire quoi y être formé pendant 4 ans? Déjà, est-ce que tu pourrais y rester pendant 20 ans, tout le temps de ta carrière ou même au-delà? Est-ce que tu as des obligations? Alors oui, c'était un choix, mais est-ce que on t'a aidé, on t'a poussé à y aller? Enfin, tu vois, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça, tout le contexte? Ouais. Alors le contexte, on repart du coup de Valentin, 20 ans, à Clermont-Ferrand. Je m'entraînais à l'époque avec mon papa, puis avec un ami qui m'a dépanné sur la dernière année où j'étais sur Clermont-Ferrand, un ami triathlète. J'étais un petit peu isolé, un peu tout seul. Je m'entraînais un petit peu avec le club de natation de Clermont, j'étais un petit peu avec le club d'athlé, Clermont Athlé, et je voyais que j'arrivais pas forcément à avoir un entraînement purement triathlète, quoi. J'étais à la fois nageur, à la fois coureur, j'arrivais pas à joindre les deux bouts. Donc du coup, j'avais pas forcément des résultats qui me satisfaisaient. Et ensuite, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose, quoi. Il y avait sur un plan national déjà, j'étais en junior aux avant-postes, j'étais vice-champion de France junior, mais je voyais qu'en fait une course sur deux, je la foirais parce que j'étais pas forcément, le niveau de forme était pas forcément optimal à chaque fois. C'est-à-dire que c'était les curseurs natation, vélo, course à pied, j'arrivais pas forcément à les joindre parce que j'étais avec différents groupes qui s'entraînaient chacun de leur côté et je n'avais pas vraiment un entraînement de triathlète en fait. J'étais vraiment un coureur, un nageur et à côté je faisais du vélo et j'avais du mal à joindre les deux. Parfois ça marchait pas du tout. Donc mon niveau de forme était très variable. Et j'avais des garçons de ma génération qui étaient au pôle, qui marchaient très très bien, je voyais leur progrès. J'avais des retours sur leur entraînement, je faisais déjà des stages de détection de jeunes où je partageais du temps avec eux, je voyais comment ils s'entraînaient, leur entraînement me plaisait, donc je me dis Valentin, t'as 20 ans, t'es encore jeune mais le temps passe vite, donc j'ai appelé l'entraîneur national
espoir qui était à l'époque Romain Lieu. J'ai appelé l'entraîneur qui était Michael Ayassami, qui a d'ailleurs été mon entraîneur pendant 4 ans au pôle, et je leur ai dit voilà, moi je veux maintenant, si vous le souhaitez, je voudrais m'entraîner au pôle de Boulevard. Donc j'ai été accepté à l'été, j'ai fait mes affaires de Clermont-Ferrand et j'ai déménagé complètement à Boulevard à cet âge-là. Donc les années se sont passées. Quand je dis formation, parce qu'en fait, en étant espoir, on est un peu jeune, mais il nous reste encore énormément de choses à développer et à apprendre. Notamment, moi, toutes mes années espoir que j'ai passées là-bas, ça m'a permis de prendre de la caisse. J'ai eu réellement une augmentation progressive de ma charge d'entraînement. J'ai eu des apprentissages tactiques, des apprentissages de technique en natation. Enfin, j'ai vraiment, mais au sein d'une planification de triathlète avec tout autour. C'est-à-dire qu'au pôle, j'avais le médecin, le kiné, j'avais la possibilité de faire des études en parallèle aménagées. Tout était optimisé pour que voilà, je puisse grandir en tant que triathlète, mais aussi avoir tout l'à côté en fait. Est-ce que tu avais toujours rêvé d'être un sportif de haut niveau, ou est-ce que ça t'est entre guillemets un peu tombé dessus quand à 20 ans tu te rends compte que t'es pas si mauvais dans les 3 sports, mais que tu manques de liant pour devenir un bon triathlète et performer, que tu te dis il y a peut-être quelque chose, que j'imagine autour de toi, tes proches, tes entraîneurs, tes copains, tes copains de club te disent putain Valentin, il y a un truc à faire, mais peut-être autrement. Est-ce que tu as toujours rêvé d'intégrer le pôle et d'être Valentin Morlec au pôle de Boulouris, ou est-ce que au contraire tu t'as pris ça comme ça venait? Alors à vrai dire, j'aurais dû commencer par ça quand je me suis présenté. Moi je suis issu d'une famille en fait qui a fait du triathlon. Mes parents se sont rencontrés sur un triathlon, donc j'ai tout de suite baigné dans le monde du triathlon. Tout petit déjà, j'ai jamais fait de foot, j'ai jamais fait autre chose que du triathlon. J'ai appris à nager pour faire du triathlon. C'est bien ça, tu sais, le mot foot, il est interdit dans ce podcast-là, donc ça me va bien. Et tant mieux, parce que j'en ai jamais fait. Du coup, j'ai toujours baigné dans ce monde du triathlon, et j'ai pas vraiment, quand j'étais petit, je me suis jamais dit je serais professionnel, mais j'ai toujours, on va dire, voulu m'améliorer, être bon en triathlon. Quand j'étais jeune, minime, j'étais pas le plus grand, donc j'avais pas forcément des bons résultats, donc mais je me suis toujours accroché parce que mon père était entraîneur du club, parce que etc. Comme je t'ai dit, je baignais dedans, donc j'ai jamais eu le décrochage que certains autres jeunes auraient pu avoir en ayant mes résultats. Donc j'ai toujours suivi le fil rouge. Puis j'avais un papa aussi qui m'aidait beaucoup en me disant tu verras Valentin, sois patient, tu vas grandir, tu vas prendre de la maturité, etc. Et finalement c'est un peu ce qui s'est produit. J'ai commencé à avoir ma croissance en cadet, j'ai commencé à me rapprocher, voilà. Au début, j'arrivais pas à me qualifier, ensuite je me qualifiais, ensuite je faisais top 20, ensuite je faisais top 10, et en fait, progressivement, tu grappilles des places comme ça, et donc progressivement, ton projet, il commence à se mettre en forme. Et c'est à partir de junior, voilà, cette période-là, 18-20 ans, où tu commences à faire des stages, t'es invité sur les stages de détection équipe espoir, tu rencontres les jeunes, les autres de ton âge, les meilleurs de ton âge, et tu te dis ouais, c'est vrai que c'est quand même belle vie quoi, d'être sportif de haut niveau. Tu commences à faire des voyages en Europe, puis après ailleurs de l'Europe, en Asie, en Australie, tu vois. Moi dès 18 ans, 19 ans, on a fait un championnat du monde en Australie, et c'est là que tu te dis ah ouais, c'est ça que je veux faire quoi. En plus tu côtoies les grands champions. À l'époque c'était Vincent chez les élites, Dorian, Léo, Pierre, c'était déjà là, et c'était déjà très costaud, donc en fait ils te faisaient déjà... Vincent Louis, Dorian Coninx, Pierre Lecor et Léo Bergère, et tu voyais déjà, t'avais déjà plein d'étoiles dans les yeux quand tu voyais leurs courses, et tu te dis voilà, j'aimerais bien faire comme eux quoi. Donc c'est ce qui m'a permis après de prendre les choix de faire les choix que j'ai fait. Et Là, je fais un petit arrêt sur image. Décidément, je te coupe beaucoup, mais aucun problème. Je produis un autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires, justement où j'ai reçu Margot Rifkis, une de tes compatriotes, de mes collègues à la place nationale. Et c'est vrai que le but de ce podcast, c'est de savoir comment est-ce qu'on construit et qu'on finance une carrière de sportif de haut niveau. Et j'aime bien souvent rappeler, parce que tu l'as dit, je te taquine un peu, mais tu l'as dit, ouais, c'est la belle vie sportif de haut niveau. Oui, c'est la belle vie parce que tu voyages, parce que tu exerces la passion, ta passion, ce que tu veux faire, ce que tu aimes, mais ça reste
un travail et ça reste, j'imagine, pas forcément une vie super facile. Tu l'as dit en intro, tu as la chance d'être soutenu par Respect, tu as la chance d'être soutenu par la police nationale. Ça te permet de vivre, ça te permet de financer ta carrière, ça te permet de progresser, de performer. Mais malgré tout ça, il y en a qui sont comme toi, qui se posent aussi la question tous les jours, toutes les semaines, tous les mois de comment je vais manger, comment je vais continuer. Surtout que je sens qu'il y a quelque chose à faire, mais j'arrive pas à accrocher le podium, le top 2, premier de ma catégorie, premier des championnats du monde. Donc oui, c'est une belle vie, mais ça demande aussi beaucoup d'implication, de résilience et autres. Qu'est-ce que t'en penses de ça justement? Eh ben, je pense que tu fais bien de refaire un rappel dessus. Moi, j'ai aussi la chance d'être accompagné par une fédération, je pense, qui est très saine. Comme je t'ai dit, dès le plus jeune âge, on a été accompagné, on a été formé. Je pense que on a été accompagné aussi financièrement. On n'a pas eu de salaire, mais je veux dire, on a eu des aides personnalisées qui nous ont permis de voyager, de s'inscrire sur les courses, etc. Après, je dis pas que j'ai toujours baigné, j'ai toujours été à l'aise financièrement. Je veux dire, jusqu'à 20-21 ans, c'est toujours mes parents qui m'ont aidé financièrement. Hein. Les primes de course, elles sont pas énormes. Faut déjà aller les gagner sur les courses. Avant la police nationale, en fait, j'avais pas de salaire fixe. Donc en fait, heureusement qu'il y avait mes parents, heureusement qu'il y avait la fédération. J'ai fait 2 années au pôle, au pôle en étant interne au pôle, donc en internat. On avait des réductions si je peux dire, des réductions sur le logement. Donc en fait, on a toujours été aidé, j'ai toujours été accompagné. Et c'est vrai que je comprends qu'il y ait certains sportifs qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ouais. Moi, j'ai eu la chance en fait d'être accompagné par une très bonne fédération, par des parents qui ont toujours été derrière moi, et maintenant par des institutions qui me soutiennent, quoi. Bon, écoute, on croise les doigts et puis on ira chercher quelques contacts pour les autres copains qui ont un petit peu plus de mal. Ouais, c'est clair. Et donc, tu nous as expliqué que pour intégrer le pôle de Boulouris, finalement, tu as décroché ton téléphone, tu as contacté les personnes qui étaient décisionnaires et puis tu as passé certainement des tests et tu as intégré le pôle 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Pourquoi t'es sorti? Alors pourquoi je suis sorti? On va pas se le cacher, parce qu'au bout de 4 ans, on sent qu'il y a un changement de cycle. Tout à l'heure, j'ai pas répondu à ta question. Tu m'as demandé si on pouvait y rester longtemps, si on avait des droits et des devoirs. Alors, quand tu rentres dans le pôle, tu rentres dans, on va dire, un projet de performance de la fédération. Et tu as des devoirs de résultat, c'est obligé. Parce que quand tu es au pôle, tu prends une place et il n'y a pas place infinie. Je veux dire, quand il y a 3 créneaux de natation avec 3 lignes, il faut les remplir, mais tu peux pas être 50 000 dedans. Donc, tu prends une place, tu dois minimum avoir quelques résultats. Ensuite, à 25 ans, je me suis retrouvé avec d'autres sportifs, d'autres pôles, comme les handballeurs, comme les volleyeuses, etc., qui étaient très jeunes. Et ça faisait quand même un certain fossé entre 2 générations, où je me sentais plus à ma place au pôle, où je voyais qu'en fait, je mangeais à côté de personnes qui avaient 10 ans de moins que moi. Je sentais que c'était plus ma place. Et au sein même du pôle triathlon, il y avait un changement de cycle, où tous ceux avec qui j'avais évolué étaient soit partis, soit avaient changé de projet, etc. Donc j'étais plus du tout dans ce que j'avais connu, et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire mon propre projet à 25 ans et partir, quoi. Et comment on switch justement de 4 ans où tu es super encadré, tu l'as dit, hein, au pôle, tu as le médecin, le kiné, les entraîneurs, les structures, tout ce qu'il faut, à wouhou, je vole de mes propres ailes. Ouais. Bah, c'est pas facile, on va pas se le cacher, c'est pas facile. Après, à 25 ans, si on n'est pas capable de s'auto-gérer, de structurer son projet, je pense que c'est pas une super chose. D'ailleurs, c'est un peu pour ça aussi que j'avais pris cette décision. Je trouvais qu'on était très bien accompagné, mais qu'à 25 ans, ça m'aidait pas d'être aussi bien accompagné. Parce que, voilà, moi, quand je suis parti, c'est ce que je leur expliquais. Il y a un entraîneur qui me fait mon programme, qui me prend des soins, donc en fait, moi, j'avais juste une vie je me lève, je vais m'entraîner, et j'avais aucune vision personnelle de ce que je voulais faire à l'entraînement. C'est-à-dire que j'allais à l'entraînement, je faisais ce qu'il y avait à faire, je rentrais, je mangeais, je dormais, et ça est bis repetita. Et le fait de partir de cette structure, ça m'a permis ok, maintenant, tu te poses, avec qui tu veux t'entraîner, vers quelle vision d'entraînement tu veux aller, avec qui tu veux t'entourer
toi, avec quel kiné, avec quel médecin, etc. Et ça m'a permis vraiment de personnaliser mon propre projet, de sentir que j'avais vraiment la main totale sur ce que je faisais, ce que je mettais en place, quoi. C'est pas facile à faire, mais quand on y arrive, c'est vraiment gratifiant, quoi. Ouais, c'est un peu la question que j'allais te poser. Quel est le niveau de difficulté pour faire ça? Parce que, encore une fois, tu as toujours été encadré ces X dernières années, notamment les 4 dernières au pôle. Comment est-ce qu'on constitue une équipe? Comment est-ce qu'on se lance? Alors, l'idée, tu vois, c'est aussi de partager avec les plus jeunes qui se poseraient la question, éventuellement qui seraient pas forcément pris dans un centre, dans un pôle espoir, mais qui sentiraient qu'il y a quelque chose à faire, qui pourraient avoir le soutien des proches, de la famille, des amis et autres, d'une fondation, qui pourrait éventuellement les accompagner financièrement. Enfin, comment est-ce qu'on le prend par quel bout pour constituer une équipe, pour être sûr qu'on est au contact avec peut-être pas forcément les meilleurs, mais ceux dont on sent qu'ils nous prennent bien en charge. Comment on est certain que si tu vas voir un kiné une fois par semaine, en fait, il t'en faudrait pas 2 ou 3 séances et que ça va rentrer dans le budget, dans la planification, etc. Ouais, alors tu parlais d'une équipe. Moi, je pense que déjà, il faut être accompagné d'un entraîneur en qui tu as confiance, qui a un minimum de dialogue, qui est capable de t'expliquer certaines choses, pourquoi tu les fais. Qui est capable aussi d'écouter ce que tu lui fais comme retour, ce que tu as envie de bosser, que tu lui donnes des idées et qu'il les écoute. Ensuite, tu as parlé d'un kiné. Le kiné, moi, je trouvais important d'avoir un kiné qui est capable d'avoir un certain suivi. Et tu vois, moi, mon kiné, il est souvent en contact avec mon entraîneur maintenant. C'est-à-dire que quand j'ai une petite douleur, tout de suite, le kiné, il a un message avec l'entraîneur. Mon kiné, il est même en contact avec mon docteur maintenant, donc quand j'ai besoin d'une écho, hop, le kiné il envoie un message au médecin. Pareil pour la préparation mentale. Moi, mon préparateur mental, ma préparatrice mentale, elle est en contact direct avec mon entraîneur. Donc tu peux donner des noms si tu veux. Hein. Enfin, t'es pas obligé, mais n'hésite pas. Hein. Aurélia, ma préparatrice mentale Aurélia, elle est directement en contact avec Anaël, et donc ils ont leur échange aussi. À côté, et que je ne sais pas, donc en fait c'est un vrai plus. Il y a une espèce de réseau autour de moi qui discute et qui travaille, on va dire, sur du long terme, donc qui ont des visions à long terme, qui veulent bosser en synergie, et je pense que ça c'est très très important aussi. Après, il faut les trouver, ces personnes. C'est des personnes, comme je disais tout à l'heure, en qui il faut avoir confiance, mais c'est pas facile à faire, mais dès qu'on les a trouvés, c'est quand même un vrai plus, quoi. Tu parles de ton projet, justement. C'est quoi le projet, Valentin Morlec? Moi, je vais pas vous le cacher, hein, j'aimerais bien participer aux Jeux Olympiques. Donc Paris étant passé, je pense que tout le monde en a pris dans les yeux. Moi, j'aurai 29 ans et 33 ans en 2028 et 2032. C'est d'essayer de me qualifier, de participer pour être performant sur ces Jeux Olympiques, quoi. 2028 à Los Angeles et Brisbane 2032. Après, c'est pas chose aisée, c'est un projet, c'est un rêve. Donc il faut maintenant mettre les choses en place. 4 ans pour préparer, c'est à la fois long et à la fois court. Ça va très vite. J'ai déjà 25 ans. La génération d'avant moi, ils sont encore très forts, ils lâcheront pas leur bout. Les générations après moi, ils progressent aussi, hein. On a une jeune génération très talentueuse qui arrive, donc il faut se faire sa place maintenant. Et voilà, j'ai 4 ans pour travailler et pour essayer d'aller atteindre ce but-là. Ouais, surtout que les places sont chères, hein. On l'a vu cette année, même les meilleurs, même les tenanciers sont pas assurés de rester dans la course, hein. Ouais, c'est ça. Il y a 3 places, hein, 3 places pour une multitude de triathlètes. Et puis en France, on a vraiment un énorme tissu. Donc on a vraiment beaucoup de bons triathlètes. On a une super formation, comme je disais, parce que notre fédération, je pense qu'elle est très dynamique et très très compétente. Ouais, c'est pas chose aisée, mais bon, c'est, comme on dit, c'est un rêve, quoi. Donc à moi d'aller le chercher. Bon, en même temps, on a la chance aussi en France que c'est un petit peu l'antichambre des plus grandes instances internationales de triathlon, que ce soit les championnats du monde ou les Jeux Olympiques, parce que finalement, le Grand Prix, c'est la course la plus relevée du monde en triathlon. La Fédé aide bien aussi pour ça, non? Où finalement il y a tous les meilleurs mondiaux qui font partie de clubs français et qui viennent concourir sur notre sol. Ouais. Soyons un peu chauvins, mince. Ouais. On a la chance, que tous les plus grands triathlètes ont déjà couru sur ce circuit. Actuellement, les plus grands français, beaucoup d'étrangers, des médaillés olympiques viennent courir pour des clubs français. Je pense que c'est un vrai plus pour donner des vocations aussi aux jeunes.
sachant que c'est télévisé par l'équipe, il y a toujours des lives, c'est hyper bien produit. Donc on a vraiment la chance d'avoir cette, comme tu dis, ce retour et cette mise en avant du triathlon sur nos télés avec un niveau quand même exceptionnel. Ouais. En parlant performance, ces dernières années, tu as déjà fait quelques podiums à des grands rendez-vous internationaux. Les derniers championnats d'Europe, tu me disais, ça s'est pas passé exactement comme tu voulais. Ouais. Allez, on commence par quoi? Allez, on va commencer par le retour des championnats d'Europe. Qu'est-ce que tu en ressors de cette dernière expérience qui a eu lieu il y a 15 jours? Ouais, alors à froid, je savais que je t'avais dit que j'étais un peu déçu de ma course, que j'étais pas venu ici que j'étais pas venu à Vichy pour ce résultat-là. À froid, je dirais que c'est pas une mauvaise course à 100%. Il n'y a pas à tout acheter, on va dire. Voilà, je pense j'aime pas parler de classement, d'objectifs de classement, parce que c'est pas vraiment comme ça qu'il faudra aborder les courses. Mais même dans mon approche, on va dire, de choses à mettre en place, j'ai pas été 100% satisfait de ce que j'ai mis en place. Ma position sur le départ, tu vois, elle n'était pas forcément la meilleure. En plus, j'étais dans le faux départ, donc j'ai plongé. On a dû refaire un départ à cause de moi, entre autres à cause de moi. Donc un petit peu perturbé aussi dans la natation. J'étais dans un côté du ponton où on était une grosse densité de nageurs, donc on s'est un peu nagé dessus on était dans le côté où il y avait le plus de courant, donc en plus on faisait un peu plus de surplace. Enfin, c'était vraiment une catastrophe cette natation. Ensuite, j'ai fait la course de l'arrière pour remonter sur le premier pack en vélo. Et finalement, moi qui pensais avoir pris une pénalité à cause de ce faux départ, finalement je me retrouve dans le premier pack avec les meilleurs à 2 tours de l'arrivée à pied, sans pénalité. Donc en fait, tout se portait bien finalement. Quand tu penses que tout se passe bien, tout se mal, en fait, tu peux te retrouver devant, tout se passe bien comme prévu. Et en fait, ouais, je me suis fait battre on va dire à la pédale, comme on dit, en course à pied. Donc je me suis fait distancer à 2 tours de l'arrivée et j'ai fini 13e de ces championnats. Mais j'étais venu pour un top 8 et peut-être que dans ma tête, je m'étais devant la famille, tu sais, devant la famille, je savais que parce que Vichy, c'est pas très loin de Clermont-Ferrand, donc j'imagine que toute la famille s'est déplacée. J'avais beaucoup de famille, il y avait la télé, c'était en France, je me suis dit c'est mes petits Jeux Olympiques à moi, donc il faut aller chercher la plus grosse performance. Et je pense que on s'était donné un top 8 comme objectif, et je pense que je m'étais mis beaucoup plus haut dans ma tête, et ça m'a un petit peu sabordé ça m'a un petit peu mis le brouillard dans mon esprit. J'ai fait quelques erreurs que j'aurais jamais dû, quoi. Ouais, mais au moins ça te permet d'apprendre et de rebondir. Tu l'as dit, à froid, 10 jours après, tu commences déjà à débriefer ta course. J'imagine que tu l'as fait aussi avec ton staff, mais tu commences à avoir peut-être une vision de ce que tu pourrais améliorer, ou même au niveau prépa mental, parce que tu disais dans l'eau, t'étais dans le faux départ, t'as dû ruminer, t'as pris le courant, du coup, ça travaille dans la tête, et j'imagine que ça aussi tu prépares avec ta prep mentale, non? Ouais, c'est ça. Je me suis un peu trop focalisé sur l'objectif, comme je disais, sur la place, et non pas sur la tâche à réaliser, en fait. Et quand tu commences à agir comme ça, généralement ça se passe pas forcément très bien. Il faut rester focus sur les choses à faire. Voilà, tu vois, se changer vite, prendre son hydratation, prendre son gel, partir sur le bon pace en course à pied, etc. Et si tu commences à passer, ok, il faut que je passe avec les premiers, parce que si je suis pas avec eux à l'arrivée, machin, bidule, là tu commences à faire n'importe quoi. Et c'est vrai que avec ma prépa mentale, ces derniers jours, on a plus travaillé sur la déception qui s'en est suivie, plutôt que sur ce qui s'est passé sur la course. Alors, on va travailler sur ce qui s'est passé sur la course, mais c'est vrai que c'était mon objectif principal de l'année et j'étais très déçu. Donc, il a fallu un peu rebondir, quoi, après la course. Mais ouais, comme tu dis, c'est des choses qu'on travaille après coup avec le staff. Bon, tu fileras les coordonnées d'Aurélia, j'y enverrai l'épisode. Ouais, comme ça lui fera de quoi débriefer. Ouais, c'est clair. Et puis si tu veux un conseil de vieux con que je suis, carpe diem, quoi. Profite de l'instant présent. Vis dans l'instant présent, justement. Tu merdes en natation, c'est pas grave. Là, t'es sur le vélo, pense au vélo et pense pas à ce que t'as fait en natation ou ce que tu pourrais faire, quoi. Petit conseil de mon prêtre mental aussi. N'anticipe pas la suite.
C'est exactement. Ils s'entendraient bien, nos préparateurs mentaux, de toute façon. Ouais, je pense, ouais. Du coup, les prochains objectifs pour toi, parce que le projet Valentin Morlec, évidemment, Ouais. c'est les JO, on a bien compris, et 2 éditions, s'il vous plaît. C'est osé, hein. 29 déjà, c'est pas mal, mais alors 33, Ouais, c'est... Pierre Lecor nous a montré qu'à son âge, on pouvait encore progresser. Donc, je j'ai pas la prétention de dire que j'aurai la même carrière que Pierre. Hein. C'est un immense champion, mais voilà, on sait que le triathlon, c'est un sport de maturité. Généralement, on arrive à son top forme aux alentours de 30 ans. On a des contre-exemples, de plus en plus de contre-exemples où le nouveau champion olympique, par exemple, il a à peine 26 ans, mais ouais, c'est un sport à maturité où, via l'expérience, via l'entraînement, on arrive plus fort vers ces eaux-là, quoi, vers 30 ans passés. Ouais, puis en parlant d'expérience, t'es à Saraf, donc moi je pense toujours, on parle de Saraf, je pense à Fred Bellobre, son Ouais. père, 80 piges, il est toujours champion de France de triathlon à son âge, hein. Donc il Ouais. n'y a pas d'âge pour continuer et pour progresser et pour performer. Exactement, ouais, exactement. Donc du coup, tes prochains objectifs là à court terme, après ces championnats d'Europe à Vichy il y a 10 jours, tu t'alignes sur quoi? Eh ben écoute, ce week-end, je serai sur une Coupe du Monde à Rome, distance sprint, et ensuite j'ai une tournée en Asie. Je fais 2 courses en Asie, une en Corée du Sud et une au Japon pour finir ma saison. Fin octobre, début novembre, les 2 courses. Et donc moi, l'objectif cette année, ça va être sur ces 3 courses d'avoir un maximum de bonnes courses qui me permettent d'avoir des points et remonter au ranking international. Ça a été un petit peu outre le championnat d'Europe, ça a été un petit peu mon rôle cette année, c'est-à-dire d'être régulier sur ce circuit Coupe du Monde, de faire un maximum de points et remonter sur ce classement international pour assurer voilà des dossards et pour assurer des bons classements en fin d'année. Donc cette année, ça a plutôt bien marché. J'ai eu une 5e place à Chengdu, un podium à Tijovaros, et sur ces 3 dernières courses, voilà, il faudrait qu'il y en ait une ou deux qui soient assez performantes pour m'assurer un très bon ranking dès le début de la saison prochaine. Et un bon ranking dès le début de la saison prochaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pars au contact des meilleurs, ça veut dire que, ça veut dire quoi finalement pour toi? Bah alors déjà, d'un point de vue fédération, ça assure des coureurs dans le top 60. Donc une WTCS par exemple, il y a 60 personnes, 55-60 personnes qui prennent le départ. Donc si tu es dans ces 60 personnes, bah ça te permet d'être sur le départ, ou alors de pouvoir permettre à un athlète qui est pas dans le top 60 d'être substitué avec toi, et donc de rentrer sur ce départ à ta place. Donc pour la fédération, c'est vraiment un avantage d'avoir le plus de Français possible au plus proche des premières places du ranking, parce que comme je t'ai dit, d'une part, ça représente aussi le bon fonctionnement d'une fédé, ça permet une belle vitrine du triathlon mondial, et puis dans un souci de dossard, de place au départ, c'est toujours intéressant d'avoir le plus de personnes le mieux ranké possible, quoi. Donc et puis pour moi, plus t'es mieux classé, plus tu montres une certaine régularité à haut niveau, et donc plus tu auras ta chance d'avoir des départs aussi sur le circuit ultime WTCS avec les meilleurs, quoi. Plus éventuellement tu marques des points aussi pour la prochaine Olympiade, en Exactement, montrant ouais. au DTN que bah, tu peux faire le job, quoi. Exactement, donc là je suis sur le circuit World Cup, juste en dessous, mais si tu commences à avoir des bons résultats sur le World Cup, tu peux accéder après au niveau supérieur WTCS. Donc voilà, mon but maintenant, c'est d'être suffisamment régulier avec des bons résultats sur ce circuit World Cup pour aller toquer maintenant au DTN et à l'entraîneur national, et regarde mes résultats, est-ce que je peux avoir mon départ sur WTCS, et finalement rentrer après dans ce rouage de course WTCS, faire mes points sur WTCS, et puis après voilà tout ce qui s'ensuit, les qualifs olympiques, etc., quoi. Ça me fait penser qu'il faudrait qu'on fasse un épisode spécial justement pour dégrossir un petit peu tout ça, parce qu'il y a World Cup, il y a WTCS, il y a tous les nouveaux formats qui commencent à arriver. D'ailleurs, samedi prochain à Toulouse, là où j'habite, il y aura la Super League. Enfin, il y a pas mal de formats qui existent, et parfois ça peut paraître un peu nébuleux pour les auditeurs, et pour les fans de triathlon. Donc il faudrait qu'on fasse un épisode spécial là-dessus. Ça me fait. Alors il y a des personnes beaucoup plus compétentes qui pourront tout expliquer bien mieux que moi. Je pourrais te les donner en off, mais c'est souvent compliqué, le triathlon, entre le longue distance, le court distance, les circuits privés comme le Super Tri,
c'est très complexe quand même comme milieu, mais chacun peut y trouver ses courses à lui, quoi. Bon, je prendrai les contacts avec plaisir. D'ailleurs, tu dis que c'est complexe, on en est bien conscient. Ça représente quoi l'agenda, le calendrier annuel d'un triathlète comme toi qui essaye de monter au ranking mondial pour pouvoir avoir sa place en WTCS? C'est combien de courses par semaine, par mois, par an, si tu as déjà fait le détail? Alors, par semaine, par an, ça va être une dizaine de courses seulement, entre World Cup, Grand Prix, championnat. Et puis après, je dirais qu'il y a d'autres triathlètes un peu plus, on va dire un peu plus développés, comme les Léo, les Dorian et tout, qui vont en plus rajouter de la Super League là-dessus. Sur des formats beaucoup plus courts, donc un peu plus facile à récupérer, mais avec des voyages aussi plus en conséquence en Amérique, en Asie, etc. Donc ça peut être une dizaine de courses. Enfin, pour ma part, ça va être une dizaine de courses, pas plus, mais pas moins, parce que il y a toujours un petit peu de déchets aussi dans ce que tu fais, donc il faut avoir assez de courses pour finalement prendre les points que tu voulais au début de l'année, mais pas trop, parce que à force de voyager, à force d'affûter, courir, récupérer, tu t'entraînes plus. Donc en fait, il faut des périodes où tu t'entraînes, des périodes où tu cours, des périodes où tu vas récupérer et repartir au combat après, entraînement, course. Et t'arrives à en caler une dizaine, ouais. Entre sprint, CD, Asie, Europe, parfois, ça peut faire plus, ça peut faire moins. C'est le jeu après de la balance, comment tu gères ta forme, quoi. Mais ouais, et cette dizaine de courses, elle est allée entre avril et fin octobre, quoi. Ça peut même commencer en mars et ça finit début novembre, quoi. Donc c'est des saisons bien chargées, quoi. On va dire que ça, en plus, c'est des doubles saisons, parce qu'en fait, moi, je fais une première partie mars, juillet. Je refais un gros bloc d'entraînement en mois d'août et je repars sur une deuxième partie de saison, en fait. Parce que sinon t'y arrives pas, quoi. Si tu fais que t'entraîner l'hiver et que tu dois courir de mars à novembre sans plus jamais remettre de gros blocs d'entraînement, t'arrives en bout de course en fin d'année, hein. T'es obligé de remettre un coup d'entraînement au bout d'un moment. Bon, sympa ça, Raph, au mois d'août pour s'entraîner. Au moins tu t'acclimates à la chaleur. Ouais, bah écoute, bizarrement, je me suis jamais réellement entraîné au mois d'août à Saint-Raphaël. Je pars toujours en stage à Fort-Romeu. D'une part parce que, comme tu dis, il fait très chaud et parfois pour s'entraîner c'est pas facile. Et aussi parce que la Côte d'Azur, il y a énormément de touristes, énormément de monde. Donc je fuis un petit peu Saint-Raphaël et le sud de la France et je vais m'hiberner en montagne à Fort-Romeu, quoi. Ouais, tu vas où? Tu vas au CNEA, au centre d'entraînement en altitude? CNEA, ouais, parce qu'en plus je prends une chambre en hypoxie pour un peu plus booster les effets de l'altitude. Donc CNEA, il y a tout ce qu'il faut. L'air de la montagne, je l'aime bien. L'été, il fait bon, il fait très beau. En plus, cette année, on a rarement eu de la pluie et il fait très très bon en température aussi. Donc très peu de monde sur les routes. Et il y a tout ce qu'il faut. L'été, ça nous permet de s'entraîner ailleurs en plus. Donc c'est tout bénef. Ouais, et pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous encourage à y aller, à aller faire un tour. Déjà, si vous voulez vous organiser un stage, c'est tout à fait possible. Ça coûte pas les 1000 et des 100. Et puis, il y a toute l'infrastructure qui va bien. Ce qui est sympa, c'est d'y aller à plusieurs, éventuellement aussi avec une personne pour vous encadrer, un coach, voire du personnel médical ou paramédical. Et puis, franchement, sur place, moi, j'y avais fait un stage. Ça remonte déjà à quelques années. Je suis vieux, mais franchement, c'est que du bonheur. Donc, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour du côté du CNEA de Fort-Romeu. Valentin, on avance, mais mine de rien, je voudrais revenir un petit peu en arrière parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ta. Même si tu viens d'un monde du triathlon, de par tes parents et autres, j'aurais voulu comprendre aussi cette entrée dans le monde du triathlon, cette progression vers le métier de triathlète professionnel. Tu as dit que tu as fait 2 ans d'études. Est-ce que tu as fait un trait sur les études? Est-ce que tu as prévu de continuer? Enfin, voilà, qu'on comprenne un petit peu comment ça se passe pour devenir triathlète pro. Ouais, alors moi, mes études, j'ai fait des études de STAPS, d'entraînement sportif, comme je l'avais évoqué tout à l'heure. J'aime énormément l'entraînement. J'avais fait 2 études à Clermont et puis je les avais continuées à Saint-Raphaël quand même. J'avais fini ma licence. J'avais voulu continuer là, sur le master, mais avec cette vie triathlète, avec ces nombreuses heures d'entraînement, et je devais de Saint-Raphaël aller à la fac de Nice, et c'était quand même beaucoup moins pratique de prendre le train le matin, de faire tu prends le vélo, ça fait un entraînement, tu déconnes. ouais, après faire puis tu laisses le contre-la-montre devant la fac, c'est sympa, non? faire 100, 200 bornes tous les jours, j'aurais pas tenu le rythme, je pense, mais ouais, c'est vrai que
Le master, j'aurais bien voulu le finir. Après, rien m'empêche de le reprendre aussi par la suite. Mais ouais, j'avais pas totalement lâché les études, quoi. J'avais quand même assuré une licence. Et du coup, comment tu rentres dans ce monde véritablement du triathlon professionnel? Tu as été biberonné au triathlon, hein, je pense que tu savais nager et rouler avant même de savoir marcher. Mais comment progressivement, finalement, l'idée fait son chemin et puis tu avances là-dedans? Bah écoute, c'est une très bonne question parce que je me rappelle pas non plus d'avoir du jour au lendemain de m'être dit ok, on rentre dans ce projet-là, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai été biberonné comme tu dis. Je me suis vu progresser petit à petit sur les résultats. Je suivais mon père et les équipes de D1 de duathlon ou les jeunes qui l'emmenaient sur les championnats de France quand j'étais tout jeune. Donc j'avais les yeux vraiment écarquillés quand je voyais tous ces cadets juniors faire des bons résultats. Voilà, j'ai des Vincent Louis quand j'étais jeune où mon père me disait voilà, Vincent il est junior, il est champion du monde junior, machin. J'étais émerveillé, quoi. Et je pense que ça a joué aussi dans le fait de vouloir devenir un peu comme eux. Donc mais je me rappelle pas forcément, tu vois, le moment où je me suis dit tiens, je veux devenir professionnel, quoi. C'est arrivé un petit peu par hasard. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que même à l'heure actuelle, je me considère pas non plus totalement comme professionnel. Enfin, c'est très bizarre en fait. Enfin, je vis de ça, mais pas totalement parce que s'il y avait pas la police nationale, en fait, le triathlon, j'en vivrais pas forcément. C'est pas un sport professionnel. Il y a pas un club qui me donne un salaire pour courir. Il y a pas, je gagne pas de l'argent sur toutes les courses. Donc c'est très bizarre comme ressenti en fait. Je laisse un peu de blanc exprès pour que les gens réfléchissent justement à ce que tu viens de dire, puis notamment les plus jeunes qui nous écoutent ou les parents des plus jeunes qui nous écoutent. Ouais. Tout à l'heure, on évoquait rapidement le monde assez complexe de ces compétitions en triathlon. Là, tu es concentré sur du sprint et du court distance. Ouais. Distance olympique, avec un objectif au plus tard en 2033. Est-ce que le moyen, voire le long, te fait de l'œil? Est-ce que c'est des choses qui t'attirent ou pour l'instant, ça reste un peu loin, mais tu regardes pas trop? Ouais, alors je sépare moyen et long. Donc quand tu parles moyen, tu parles de 73, j'imagine, de Half. Ouais, voilà, de Half Ironman. Donc le longue distance pour l'instant, c'est pas un projet. Enfin, en tout cas, j'en ferai un dans ma vie pour dire que j'en fais un. J'en ai fait un, tu vois, mais j'aurais aucune volonté de performance, tu vois, enfin, si, je voudrais aller le plus vite possible pour le faire ou le finir, mais je compte pas battre des records ni rien. Le half, je vois un autre intérêt, même pour du court distance, tu vois. J'aimerais bien en inclure un dans les années futures, au sein même d'une préparation, en début d'année ou en fin d'année. Plutôt en début parce que ça apporte énormément de choses au niveau musculaire, au niveau physio, au niveau même nutritionnel, tu vois. C'est quand même pratiquement 2 fois, voire plus de 2 fois le CD, donc tu travailles ta position aéro sur un chrono, tu travailles ta nutrition, quel gel, il y a énormément de choses qui peuvent servir aux courtes distances, donc c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place, ouais, très, très prochainement, dans un futur très proche. Après, c'est pareil, il faut l'inclure dans sa préparation. Il faut savoir récupérer de cet effort-là qui est quand même assez violent. C'est moins violent qu'un CD, mais musculairement, c'est très impactant. Et ça peut t'aider sur ta saison comme te détruire toute ta saison, hein. Il faut vraiment bien le gérer, quoi, cet objectif. Et donc, dans un sens, le longue distance, on va dire que c'est oui, mais pour m'amuser, pour finir. Et le half, c'est oui, mais parce qu'il y a un intérêt. Sinon, ce serait pas forcément, tu vois, ça me fait pas vibrer, quoi. C'est pas... j'aime regarder les résultats des autres, mais je me lève pas le matin en me disant je vais faire une carrière dans le 73, quoi. Bon, on en reparlera une fois que tu auras fait ton premier. Ouais, c'est 2 mondes, c'est 2 disciplines complètement différentes, hein, voire même 3, hein. Moi, je dirais qu'il y a le sprint et le court distance, et puis après il y a le half, le moyenne distance, et puis après il y a le long. Ouais, c'est 3. Ouais. Tu peux faire enfin, moi j'aime bien le 73, je le trouve très intéressant parce qu'il fait finalement l'arbitre entre le longue distance, des mecs de longue distance qui descendent et les mecs de sprint CD qui montent, et ouais. ça amène parfois à des super duels, hein. Donc enfin duels de
de beaux affrontements, quoi. Et parfois, bah, tu te dis, tiens, je pensais pas que ce mec de long, il courait plus vite sur une distance plus courte qu'un mec de court. Enfin, c'est très intéressant. Ouais. Non, mais comme tu le dis, je pense qu'il y a pas mal de choses à transférer de l'un à l'autre, notamment sur la partie endurance. Mais effectivement, si tu veux faire une carrière en courte distance, c'est peut-être pas l'objectif principal à mettre sur une saison. Ouais. Mais un petit half en début de saison pour, après avoir travaillé tout l'hiver plutôt sur de l'endurance, sur des filières longues, ça peut avoir un certain intérêt. Puis tu regardes le dernier champion olympique, pas si mauvais sur du long. Hein. Christian, c'est un extraterrestre. Lui, il est capable il était aux Jeux Olympiques en août. Là, il va faire les championnats du monde à Kona d'Iron. Lui, il arrive à faire le yo-yo, mais je pense qu'il y a que lui qui est capable de faire ça dans une saison. Sinon, comme tu l'as dit, c'est des disciplines totalement différentes et qui nécessitent des préparations totalement différentes. Ouais, Christian, pour moi, c'est un extraterrestre. Bon, en même temps, on se dit que dans le triathlon, tu vois, il y a de quoi faire de vieux os. On peut commencer à 5 ans et puis finir à 70, ouais. Encore sur du long. en ayant touché à tout le panel des distances, ouais. C'est ça. Ouais, c'est écoute, super sympa cet échange. Je terminerai avec une question qui est un peu la question signature du podcast qui s'appelle Devenir triathlète. Toi, Valentin Morlec, comment tu répondrais à cette question? Comment devenir triathlète? Ça va reprendre à peu près tout ce qu'on a dit depuis le début. Je pense qu'il faut le faire déjà pour s'amuser, comme je l'ai fait. Moi, au début, c'était un amusement. J'ai regardé des triathlètes faire du triathlon. J'en ai pris plein les yeux. Ça m'a donné envie d'en faire. Même si j'ai eu des mauvais résultats, je me suis accroché parce que j'aimais ça. Donc, il faut vraiment aimer ça. Et il ne faut pas avoir envie faut pas avoir comme moteur l'argent, parce que le triathlon, ça reste du triathlon. Il n'y a pas non plus tu dis qu'on peut pas parler de foot, mais désolé, je vais devoir en parler. On ne gagnera jamais ce que gagne un footballeur en faisant du triathlon. Donc si on n'aime pas un minimum le triathlon, on peut pas faire du triathlon, quoi. Et donc devenir triathlète, il faut vraiment avoir une envie d'amusement, parce que 3 sports, il faut s'entraîner tous les jours, pratiquement tous les jours. C'est un sport extérieur, donc tu peux quand même faire du home trainer et tout, mais il faut quand même aller dehors. Donc il faut vraiment aimer aussi l'aspect nature, être dehors, s'entraîner le dimanche. Je pense que c'est vraiment la passion qui doit animer celui qui veut faire du triathlon, quoi. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, s'entraîner le dimanche, comment est-ce que tu gères, toi, pour t'entraîner quasiment tous les jours avec ta conjointe? Comment vous gérez ça? Écoute, moi c'est simple, déjà j'ai pas de conjointe. Bon, ok. ça va plus vite. Et après, moi je me suis toujours dit, tu fais du triathlon, ça sera jamais aussi dur qu'un quelqu'un qui va à l'usine la semaine à 6h du mat. Donc ta sortie longue le dimanche, en fait, mec, prends du plaisir, en fait. Et quand j'y vais, je prends du plaisir parce que je fais du triathlon, je fais ce que j'aime. Je me lève, je peux aller rouler dehors. Je fais ce que j'aime, en fait. Et je me dis, ce sera jamais aussi dur que les gens qui n'aiment pas leur travail et qui y vont quand même. Et donc, en fait, travailler le dimanche, c'est pas un souci. Bah écoute, merci beaucoup, Valentin. Merci à toi de m'avoir accueilli. C'est mon premier podcast. J'espère que j'ai été bon. T'as été bon. Et puis on fera valider ça par preuve Anaël Aubry. Ouais. Pour terminer, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée à laquelle tu aurais voulu répondre? Si demain devait tout s'arrêter, par exemple. Demain, il y a quelqu'un qui me dit, Valentin, tu peux plus faire de triathlon. Qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Ouais, demain, une blessure. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est une très bonne question, tu vois. Et c'est vrai que j'y ai à moitié répondu tout à l'heure avec la police, etc. Mais j'ai eu la chance, en fait, je pense que dans mon évolution, de toujours avoir eu des personnes qui me rappelaient à l'ordre sur le fait qu'une carrière, c'est court. Ça dure pas éternellement. Il faut toujours penser à des plans B. C'est pour ça que j'ai fini ma licence. C'est pour ça que je me suis toujours, même moi, posé des questions. Valentin, demain tout s'arrête, tu fais quoi? Ou ça marche pas, tu vois. C'est pas forcément une blessure. C'est Valentin, t'es pas au niveau que tu veux. Tu n'accéderas jamais aux Jeux Olympiques. Tu n'as plus ta place sur les circuits Coupe du Monde et tout. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Et c'est vrai, je reprendrai, je pense, une vie normale, en fait, une vie de, j'irai me former dans un métier
me plaît. J'avais parlé des métiers de la police et puis je ferai une vie normale. Et puis j'aurais vécu cette petite parenthèse de sport qui m'a fait voyager, découvrir des cultures, des métiers et j'aurais quand même des choses à raconter plus tard à mes enfants, quoi. Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, je me bats encore une fois pour démontrer que la vie de sportif de haut niveau, oui, c'est du kiff. Oui, tu t'adonnes à ta passion. Oui, tu t'éclates. Oui, tu fais un métier que tu aimes, mais ça reste une vie normale. Ouais, et toi, ouais. Pour toi, c'est un peu être extra normal d'être triathlète professionnel. J'allais rajouter quelque chose, c'est que finalement, il y a même des périodes où tu voyages beaucoup et la seule chose que tu as envie de faire, c'est d'être à la maison et de faire autre chose, quoi. La vie d'hôtel, tu te lèves tôt, tu prends une navette, tu manges qu'à l'aéroport et tout. Et en fait, au bout d'un moment, même la vie de triathlète qui est censée être rêvée parce que tu voyages et tout, bah, tu as envie juste d'être chez toi, quoi, avec tes proches. Finalement, on en revient tous là à la fin, quoi. C'est ça. Et puis, comme tu l'as dit, le maître mot, je crois que c'est kiffer. Donc, on retiendra ça pour cet épisode. Ouais, c'est ça. Kiffer. Super. Merci beaucoup, Valentin. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut engager la conversation avec toi, si on veut te suivre, si on veut t'encourager pour les prochaines compétitions et puis si on veut suivre ton projet olympique sur les 4 prochaines années? Alors, le niveau contenu, ça va être sur Instagram. Je mets la plupart du temps du contenu sur Instagram, Facebook, tu sais, les classiques, quoi, des photos avec des résultats, j'indique où je vais courir, etc. Ou sinon LinkedIn aussi, et puis j'ai pas forcément de blog ni rien, c'est plutôt Instagram que je gère. Ça marche. Écoute, merci encore, on te souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt. Bah merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt tout le monde. Ciao. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!